En 1985, la guerre froide entrait dans ses derniers soubresauts. Les politiques d'ouverture et de réforme du nouveau dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, ont marqué le début de la fin de l'Union soviétique. 1985 fut aussi l'année de l'espion, en raison de la douzaine d'affaires d'espionnage très médiatisées qui ont dominé les gros titres de l'actualité américaine. L'un des espions arrêtés cette année-là se distingue parmi ses pairs. Son histoire est remarquable non seulement par la quantité de documents secrets qu'il a transmis au cours de sa courte carrière d'espion, mais aussi par la personne à qui il les a remis. Jonathan J. Pollard était un analyste du renseignement civil au centre d'alerte antiterroriste de la marine américaine dans le Maryland. Il a remis à Israël l'équivalent de 30 armoires de documents top secrets et classifiés sur une période de 18 mois. La révélation qu'un Américain juif avait été recruté comme espion par les services de renseignement israéliens sur le sol américain a déclenché une grande controverse et a poussé deux alliés au bord d'une crise diplomatique. L'arrestation de Pollard a marqué le début d'une saga qui allait captiver et diviser l'opinion pendant des décennies. Son emprisonnement a fait de lui le symbole de l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire du renseignement américain. Né le 7 août 1954, Jonathan Pollard était le plus jeune de trois frères et sœurs. Son père, le docteur Maurice Pollard, était un microbiologiste accompli. Peu avant les 8 ans de Jonathan, son père a pris un poste à l'université de Notre-Dame et la famille Pollard a déménagé à South Bend, Indiana. Jonathan était un enfant intelligent qui avait toujours le nez plongé dans un livre. Il était harcelé et battu à l'école, ce qu'il attribuait à l'antisémitisme. Ces circonstances ont poussé ses parents à l'inscrire dans une école hébraïque privée. La famille Pollard était fièrement juive et Jonathan et ses frères et sœurs ont grandi dans une forte tradition et culture juive. Dans sa nouvelle école, Jonathan a commencé à développer un zèle pour le judaïsme et à poser les bases de ses futures convictions sionistes. Il a observé la crise existentielle d'Israël et sa victoire lors de la guerre des 6 jours de 1967. Peu après sa bar mitzvah, Jonathan a visité le mémorial du camp de concentration de Dachau, tristement célèbre camp nazi de la Seconde Guerre mondiale. Ces expériences ont laissé une empreinte durable sur lui et ont renforcé son attachement au peuple juif et à l'État d'Israël. Il ne fait aucun doute que le jeune Jonathan Pollard était un élève doué. Ses capacités lui ont permis, en 1970, d'obtenir la chance de participer à un camp scientifique au prestigieux Institut Weizmann. Son amour pour Israël a grandi de façon exponentielle durant cette période de sa vie, et la mère de Jonathan a dû le convaincre de ne pas faire son alia, c'est-à-dire de ne pas retourner en terre sainte juive. Cependant, malgré son attachement ethnique et religieux, il avait un penchant pour la malice, s'impliquant dans une bagarre pendant le camp et étant rappelé par l'un des scientifiques présents comme un fauteur de troubles instables. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention, Jonathan s'est inscrit à l'université de Stanford. C'est ici qu'il a développé une fascination pour l'espionnage et le désir de devenir agent secret. Il se vantait auprès de ses camarades d'être espion pour le Mossad, l'agence de renseignement israélienne. C'était bien sûr un pur mensonge et juste un exemple parmi tant d'autres de la tendance de Pollard à mentir et à inventer des histoires de délire grandioses. Il est allé jusqu'à se faire appeler Colonel Pollard dans son album de fin d'année à l'université. Il a obtenu son diplôme en sciences politiques à Stanford, puis a été admis à la Fletcher School of Law and Diplomacy de l'université Tufts à Boston. Il a étudié là-bas 2 ans, mais a été renvoyé après plusieurs échecs de cours. Cependant, à ce stade, Pollard avait déjà décidé qu'il voulait poursuivre une carrière dans le renseignement. Pollard a demandé une bourse de 3e cycle à la CIA et a dû passer un test au détecteur de mensonges lors de l'entretien. Lors du test, il a admis avoir consommé des tastiques, du hashish et fumé de la marijuana environ 600 fois à l'université. Son refus au poste est donc compréhensible.
Non découragé, en 1979, Pollard a postulé comme analyste du renseignement au Field Operational Intelligence Office de la marine américaine à Sweetland, Maryland, un poste nécessitant des habilitations de sécurité top secret et d'informations compartimentées sensibles. Bien que Pollard ait dû subir une vérification approfondie de ses antécédents, un test au détecteur de mensonges n'était cette fois pas requis. La vérification incluait une demande générale aux autres agences de renseignement pour toute information dans leur dossier. La CIA a refusé, pour des raisons de confidentialité, de révéler les informations sur Pollard, y compris les résultats de son test au détecteur de mensonges. Si elle l'avait fait, l'histoire aurait pu finir ici. Pollard a passé la vérification des antécédents, obtenu le poste et a été affecté au Centre d'information sur la surveillance océanique de la marine pour surveiller le trafic maritime. 1 à 2 mois après avoir commencé, Pollard a présenté une proposition à un supérieur. Il a affirmé avoir un contact au sein du gouvernement sud-africain et pouvoir utiliser cette relation pour mener une opération contre le régime d'apartheid. Pollard a affirmé à son supérieur que son père travaillait pour la CIA et dirigeait le poste à l'ambassade américaine en Afrique du Sud. C'était bien sûr un autre mensonge éhonté. Le directeur technique à qui Pollard avait fait cette proposition savait que c'était faux et a recommandé au chef de l'agence que Pollard soit immédiatement licencié puisqu'il était encore en période d'essai. Fait remarquable, c'est l'inverse. Pollard a rejoint une unité secrète, la Task Force Cent 68, chargée du renseignement humain pour la marine. Les supérieurs de Pollard au sein de la Task Force Cent 68 se méfiaient de lui et ont commencé à remettre en question sa nomination. Une ruse a été organisée pour forcer Pollard à passer un test au détecteur de mensonges. On lui a dit qu'il était recruté comme agent pour poursuivre sa connexion sud-africaine, mais qu'il devrait d'abord réussir un test au détecteur de mensonges. Lors du test, Pollard a eu un comportement étrange. Il criait, s'étouffait et courait sans cesse aux toilettes. Pollard était une épave nerveuse et après des heures d'interrogatoire infructueux, l'examinateur a dû abandonner. Bien que le test lui-même ait été non concluant, l'examinateur a déclaré catégoriquement que Pollard ne devrait jamais être utilisé comme agent double, ni avoir accès à des informations sensibles ou top secrètes. En conséquence, le contre-amiral Sumner Shapiro, alors directeur du renseignement naval, a ordonné que Pollard soit affecté à un nouveau poste au sein de l'organisation, un poste pour lequel il n'aurait pas besoin d'une habilitation de sécurité top secret ou Sensitive Compartmented Information. Bien qu'il ait une habilitation de sécurité secrète, Pollard n'était pas perçu. Il voyait son habilitation supérieure comme un symbole de statut et la portait avec fierté. Il est revenu à jouer la victime professionnelle, accusant la marine d'antisémitisme et de l'avoir mis à l'écart pour cette raison. Il a déposé une plainte auprès de son employeur et a effectivement déclaré la guerre à la marine. Finalement, après avoir menacé d'engager des poursuites judiciaires, Pollard a vu son habilitation de sécurité rétablie le 19 janvier 1982. Cette réintégration, accordée à contre-cœur, était soumise à un contrôle et à un rapport trimestriel par son supérieur hiérarchique. Ces rapports indiquaient que les performances de Pollard étaient exemplaires et qu'il apportait une contribution précieuse à la mission du National Resource Conservation Service. Finalement, cependant, après des changements de personnel, le suivi et les rapports ont cessé. En 1981, Pollard a rencontré Ann Anderson, une femme de 21 ans, belle et intelligente, originaire de New York, qui travaillait dans la salle de presse de la National Rifle Association. Ils sont vite tombés amoureux et ont emménagé ensemble à Arlington, Virginie, en 1982. Puis d'autres signaux d'alerte ont été manqués ou ignorés par la marine. Pollard a eu des difficultés financières et a failli être expulsé de son appartement pour loyer impayé. Après avoir emménagé à Dupont Circle, Washington, district de Columbia, en 1982, Pollard et Anne consommèrent souvent marijuana et cocaïne lors de soirées. À une autre occasion, Pollard avait postulé pour un nouveau poste qui s'était ouvert au sein de la marine. Il est arrivé à l'entretien en retard et débraillé. Il a inventé une histoire selon laquelle sa petite amie Anne avait été enlevée par des membres de l'armée républicaine irlandaise et qu'il avait passé le week-end à parcourir la région de Washington pour négocier sa libération. Inutile de préciser que Pollard n'a pas eu le poste, mais l'incident n'a jamais été signalé à la hiérarchie.
que ces incidents n'aient pas été correctement signalés ou simplement attribués à des excentricités personnelles. Pollard a continué à gravir les échelons de la bureaucratie et été reconnu comme un analyste intelligent et travailleur. Pourtant, Jay Pollard était mécontent. Il était de plus en plus préoccupé par la situation sécuritaire de sa patrie ethnique, Israël. Depuis sa création en 1948, Israël occupe la position peu enviable d'être entouré d'ennemis. Malgré une série de présidents américains décrivant la relation entre Israël et les États-Unis comme une amitié spéciale, Pollard pensait que son pays de naissance n'en faisait pas assez pour protéger son allié. Les relations amicales entre Israël et les États-Unis ont subi un revers en juin 1981 lorsque l'armée de l'air israélienne a mené une attaque coordonnée contre Osirak en Irak, une installation de réacteurs nucléaires. L'opération a été un grand succès, les capacités nucléaires de Saddam Hussein ayant été complètement neutralisées. Les États-Unis et d'autres pays ont jugé cette action contraire au droit international. Après cet événement, les renseignements américains ont commencé à retenir des informations à leurs alliés israéliens, craignant qu'il agisse de la même façon. Il faudra 2 ans aux deux pays pour rétablir officiellement leurs canaux de communication stratégiques, le président américain Ronald Reagan signant un accord avec Israël concernant l'échange bilatéral d'informations en 1983. Cependant, Pollard estimait que les États-Unis ne tenaient pas leur engagement et cachaient des informations sur des points essentiels de la sécurité nationale israélienne. Il a envisagé ces options et était partagé entre, d'une part, immigrer en Israël en emportant avec lui les informations qu'il pouvait transporter, ou d'autre part, rester analyste aux États-Unis et utiliser son habilitation de sécurité pour fournir du matériel classifié à Israël. Inutile de dire qu'il a choisi la seconde option, qui avait en plus l'avantage de lui permettre de vivre son fantasme d'être un agent secret. Les circonstances allaient bientôt permettre à Jonathan Pollard de poursuivre son objectif. Le 18 avril 1983, un kamikaze a lancé un camion piégé contre l'ambassade des États-Unis à Beyrouth, tuant 63 personnes. Plus de 6 mois plus tard, le 23 octobre 1983, un terroriste du Hezbollah a conduit un camion rempli de trinitrotoluène dans le camp de l'unité amphibie des Marines américains à l'aéroport international de Beyrouth. L'explosion a tué 220 marines, 21 autres membres du service et blessé une centaine d'autres personnes. En réponse à ces attaques, le service d'enquête navale a créé une nouvelle unité de renseignement appelée le Centre d'alerte antiterroriste, ou Centre d'alerte antiterroriste. Jonathan Pollard a d'abord été affecté 6 mois à le Centre d'alerte antiterroriste, puis, le 14 octobre 1984, il est devenu employé permanent. Le Centre d'alerte antiterroriste était destiné à relier tous les centres de renseignement militaires américains. Jonathan Pollard s'est donc retrouvé avec un accès pratiquement illimité à toutes les informations hautement classifiées stockées dans les bases de données de la CIA, de la National Security Agency et du FBI, entre autres. Il avait aussi une carte de courrier lui permettant de transporter des documents classifiés dans toute la région de Washington, district de Columbia, sans craindre d'être fouillé. Pour un futur agent double, Jonathan Pollard n'aurait pu rêver meilleur endroit. À cette époque, Jonathan Pollard a été contacté par son ami Stephen Stern. Stephen était un riche courtier en bourse de New York. Les deux hommes discutaient des opportunités d'affaires et de la situation actuelle en Israël. Au cours de l'une de ces discussions, Stephen a mentionné à Jonathan qu'il avait assisté à une conférence où il avait écouté un intervenant du nom de colonel Aviem Sela. Le colonel poursuivait son doctorat à New York à l'époque, et Stern voulait faire les présentations. Pollard savait parfaitement qui était le colonel Sela, héros de guerre israélien et icône nationale. Il était en fait le pilote de chasse qui avait mené l'attaque de 1981 sur Osirak, et s'était également fait connaître pour avoir abattu jusqu'à 90 avions de chasse MiG syriens lors de la guerre de 1982 au Liban. Pollard comprit aussitôt que c'était sa chance d'offrir ses services à Israël. Il accepta l'invitation avec gratitude et se précipita aussitôt pour annoncer à sa petite amie Anne la bonne nouvelle. Pollard venait à peine de commencer à travailler à son nouveau poste chez Centre d'alerte antiterroriste lorsqu'un soir, il reçut un appel téléphonique du colonel Seller. Les deux hommes décidèrent de se voir au Washington Hilton en mai 1984.
Malgré tous ses accomplissements militaires, Aviem Sella n'était pas un agent de renseignement. Il n'avait aucune expérience dans le renseignement humain ou l'espionnage, mais il savait qu'il traitait une affaire potentiellement délicate. Par l'intermédiaire d'un contact civil en poste au consulat d'Israël à New York, Sella entra en contact avec LACAM, une agence israélienne chargée de recueillir des renseignements scientifiques. Il s'agissait d'une agence beaucoup plus petite en taille et en portée que les centres de renseignement israéliens plus connus, le Mossad et le Shabak. Elle était cependant dirigée par l'un des plus grands maîtres espions d'Israël, Raphaël Rafi Eitan, célèbre pour son rôle dans la capture du tristement célèbre chef nazi Adolf Eichmann. Eitan a donné sa bénédiction à Sella pour la rencontre, mais l'a conseillé de rester prudent. Les personnes qui se présentaient en elles-mêmes devaient toujours être traitées avec circonspection. Qui aurait pu savoir ? Pollard pouvait être une taupe d'une agence rivale. Même s'il ne l'était pas, si Israël était découvert, les conséquences seraient terribles. Espionner son allié le plus proche serait déjà catastrophique. La première rencontre entre Jonathan Pollard et Aviem Sella eut lieu le 24 mai 1984. Ils se sont rapidement entendus grâce à leur passion pour Israël et leur inquiétude pour son avenir. Pollard informa aussitôt Sella sur les informations auxquelles il avait accès, ce qui surprit Sella. Pour vérifier, Sella exigea un échantillon de ses renseignements. Pour fixer leur prochain rendez-vous, Sella indiqua qu'il appellerait Pollard chez lui en mentionnant une lettre hébraïque. Cela indiquait à Pollard lequel des nombreux téléphones publics situés près de chez lui et auxquels cette lettre spécifique avait été attribuée, il devait utiliser. Une semaine après, Pollard et Sella se retrouvèrent à l'hôtel Hilton, puis allèrent installer dans un parc près de la bibliothèque Dumbarton Oaks à Georgetown. Pollard avait avec lui une mallette de documents classifiés, dont 3 volumes sur les forces terrestres saoudiennes et une étude sur la logistique au sol. Mais ce qui a scellé l'accord, c'est lorsque Pollard a sorti des photos satellites du site d'Osirak prises après l'opération israélienne. Seller était stupéfait. Il n'avait jamais vu le résultat de son œuvre, source de sa renommée. Tous les doutes qu'il avait à propos de Pollard se sont immédiatement dissipés. Une troisième rencontre fut vite organisée pour le 21 juillet 1984 au Holiday Inn de Chevy Chase, Maryland. Cette fois, Pollard apporta 2 grandes valises débordant de documents top secrets. Seller et Pollard ont pris une voiture de location jusqu'à une maison sur Deborah Street à Potomac, Maryland. C'était une maison appartenant à Ilan Ravid, l'attaché aux affaires scientifiques à l'ambassade d'Israël à Washington. Les documents que Pollard avait apportés avec lui, marqués top secret ou sensitive compartmented information, et que Pollard devait rapporter à son bureau avant le lundi matin suivant, furent photographiés puis rendus à Pollard. Lors de cette réunion, Pollard apprit qu'il devrait aller à Paris en novembre pour rencontrer le responsable de l'opération. La compensation à verser à Pollard pour ses efforts fut également discutée. Il fut vaguement convenu qu'il recevrait l'équivalent de son salaire annuel au sein du Naval Research Service, soit $1000 par mois. À ce stade, Pollard et Anne s'étaient fiancés. Ceci a servi d'histoire de couverture pour son voyage à Paris. Anne devait accompagner Jonathan, le couple se faisant passer pour des tourtereaux en vacances afin d'acheter une bague de fiançailles et de célébrer leurs prochaines noces. Pollard n'aurait jamais pu se permettre le voyage et la bague de fiançailles avec son salaire fédéral, alors il a inventé un oncle riche fictif qu'il a appelé Joe Fisher. L'oncle Joe n'a pas pu assister au mariage et a donc généreusement payé les vacances du couple ainsi qu'une bague de fiançailles coûteuse en saphir et diamants. Pollard ne devait pas révéler à Anne la vraie raison du voyage, mais c'était déjà trop tard. Bien qu'il ait assuré à Silla qu'Anne ne savait rien, Pollard racontait à Anne tous les moindres détails de sa nouvelle carrière d'agent double. Le couple est allé à Paris en novembre 1984. Ils ont séjourné dans le luxueux hôtel Paris Hilton International et dîné dans des restaurants coûteux, tout cela aux frais des Israéliens. Pollard a aussi rencontré Yosef Yossi Yegor, qu'il a ensuite identifié comme attaché scientifique au consulat israélien à New York. Pendant 3 jours, tandis que les hommes discutaient de la planification opérationnelle et des tâches à accomplir, Anne a été emmenée faire du shopping, ce qui comprenait l'achat de la bague de fiançailles.
Une fois les affaires réglées, Lacombe a offert à Pollard et à sa fiancée un voyage de 3 semaines en Europe. De retour aux États-Unis, riches et amoureux, Jonathan et Anne ont tout dépensé en nourriture, alcool et drogue. Durant les 18 mois suivants, l'espionnage de Jonathan s'est intensifié. Il a remis aux Israéliens des tonnes de documents confidentiels volés à Switzerland. Chaque vendredi, Jonathan bourrait sa mallette de documents classifiés qu'il emmenait dans sa Ford Mustang de 1980, faisant cela parfois plusieurs fois dans la journée. Il mettait ensuite les documents dans des valises, souvent garées près d'une station de lavage. Jonathan retrouvait Sela et d'autres agents du LACAM 2 fois par semaine. Les réunions ont été transférées dans l'appartement de la secrétaire de l'ambassade, Erit Herb, près de l'ambassade d'Israël. Jonathan rencontrait également Yago le dernier samedi de chaque mois dans l'appartement d'Erit Herb pour recevoir une liste de documents supplémentaires dont ils avaient besoin et pour discuter de la valeur de la livraison précédente. Les principales informations recherchées par Israël concernaient les capacités militaires et nucléaires du Pakistan et des voisins arabes d'Israël. Les Israéliens voulaient également surtout savoir quelle aide ces pays recevaient de l'Union soviétique. Pollard et ses agents ont agi avec une imprudence totale. Ils n'utilisaient non pas les méthodes classiques de l'espionnage, comme vérifier s'ils étaient suivis ou organiser des cache-mis, banques mortes pour échanger des informations. Ils pensaient que personne ne soupçonnerait que les Israéliens avaient dérecruté un espion américain, et ils avaient en raison. À une occasion, en janvier 1985, Pollard est retourné à son bureau après les heures de travail pour emporter plusieurs boîtes remplies de documents secrets. Grâce à sa carte de courrier, il n'a pas été interrogé par l'agent de sécurité, qui a même calé la porte pour éviter qu'elle se referme lors des allers-retours de Pollard avec sa voiture. Plusieurs photocopieuses Xerox ont été installées dans l'appartement israélien pour copier les documents les plus sensibles que Pollard devait rapporter à son bureau. L'opération grandissant, Rafi Eitan jugea nécessaire de remplacer le colonel Siller par un agent de renseignement expérimenté. Voici Uzi. Yaakov Nimradi, de son vrai nom, était un trafiquant d'armes international et expert en espionnage. Il était chargé d'être le nouveau responsable de Jonathan Pollard. À l'été 1985, Jonathan et Anne ont fait un deuxième voyage à l'étranger, cette fois en Israël. Pollard devenait de plus en plus anxieux lorsqu'il rencontrait ses responsables à Tel Aviv. Après tout, c'était l'année de l'espion. Des espions américains et des agents doubles étaient arrêtés de tous côtés. Les espions du réseau Walker venaient d'être arrêtés en mai 1985. Pollard redoutait d'être le suivant. Il a été bouleversé d'apprendre que Rafi Eitan comptait poursuivre l'opération 10 ans de plus. Pour convaincre un Pollard nerveux de signer cet accord, sa rémunération a été augmentée à $2 500 par mois. On lui a aussi promis un passeport israélien et la garantie que $30 000 américains seraient versés chaque année sur un compte suisse pendant 10 ans pour assurer sa retraite en Israël. Son futur mariage à Venise et sa lune de miel en Europe seraient également pris en charge. Enfin, Pollard a eu la certitude d'être soutenu en cas de découverte. Après tout, Israël et les États-Unis étaient des alliés proches, et une petite affaire d'espionnage entre amis n'était rien qu'un peu de diplomatie discrète ne puisse régler. Quelque peu rassurés et avec des signes de dollars dans les yeux, Jonathan et Anne partiraient pour Venise où ils se marièrent le 9 août 1985. Ils passèrent une somptueuse lune de miel en Europe et à Londres, puis revinrent aux États-Unis mariés quelques semaines plus tard. Jonathan Pollard reprit immédiatement là où il s'était arrêté, volant chaque document secret qu'il pouvait trouver. Alors que le bon sens aurait voulu que Pollard essaie de rester discret, il ne pouvait pas s'empêcher de raconter des histoires exagérées à ses collègues. Il inventa une histoire où Anne aurait été kidnappée lors d'une exposition d'armes à feu, puis retenue en otage dans un motel voisin. Pollard déclara à un collègue avoir été capturé à Damas et torturé par les Syriens. Il se vantait d'avoir un diplôme en mathématiques avancées et continuait à raconter la fausse histoire selon laquelle son père travaillait pour la CIA. Ses performances au travail déclinèrent et, avec ses mensonges répétés, Pollard reçut une réprimande verbale. Il n'hésitait pas non plus à exhiber son habilitation de sécurité pour impressionner tous ceux qui voulaient bien l'écouter.
À plusieurs reprises, Pollard a remis des documents classifiés à des personnes de son entourage. Cela incluait des analyses économiques et politiques qu'il a données à 2 amis conseillers en investissement. Il voulait aussi entrer dans le commerce des armes, tout comme Uzi. Il a tenté de transmettre des documents secrets à Kurt Lobeck, journaliste indépendant couvrant la guerre soviéto-afghane, qu'il a aussi essayé de recruter dans un trafic d'armes. Compte tenu de son attitude négligente et de sa fanfaronnade constante, la chance de Polite de rester inaperçu ne pouvait durer qu'un temps. Le vendredi 8 novembre 1985, un collègue a aperçu Pollard en train de retirer des documents marqués « Top secret » Sensitive Compartmented Information du bureau. Cela n'aurait pas dû éveiller les soupçons vu la carte de courrier de Pollard, mais le collègue l'avait entendu plutôt dire qu'il comptait détruire les documents demandés par erreur. Quelques minutes plus tard seulement, le collègue a vu Pollard remettre la même liasse de documents à sa femme Anne à l'extérieur du bâtiment, sur le parking. Cet incident a été signalé à la hiérarchie, finissant par arriver sur les bureaux des enquêteurs du National Investigation Service et du FBI. Les craintes de Pollard s'étaient réalisées. La sécurité et la vigilance dans le renseignement militaire et naval ont été accrues après l'affaire d'espionnage Walker-Whitworth. On a aussi remarqué que Pollard s'intéressait de façon inhabituelle au Moyen-Orient, alors que son poste concernait la collecte et l'analyse de renseignements sur les Amériques et les Caraïbes. Son comportement était erratique et la qualité de son travail déclinait. Il donnait généralement l'impression d'être un employé mécontent. Le FBI était assez inquiet pour enquêter. Des caméras miniatures ont été autorisées autour du bureau de Jonathan Pollard. Il était surveillé en permanence et suivi lorsqu'il quittait le parking du bureau. L'enquêteur interne du National Investigation Service, Ronald Olave, a également été chargé de l'affaire. La surveillance aurait porté ses fruits si quelqu'un avait surveillé le flux vidéo le matin du 15 novembre 1985. Les caméras n'ont pas été surveillées durant 3 minutes cruciales quand Pollard a glissé jusqu'à 3000 pages de documents classifiés dans sa mallette. Néanmoins, les enquêteurs savaient que Pollard tenterait probablement de quitter le bureau le lundi suivant avec un autre lot de documents classifiés. C'est à ce moment-là qu'ils comptaient intervenir. Le lundi 18 novembre 1985, des plans étaient mis en cours pour intercepter Jonathan Pollard à la fin de la journée de travail. Il a été vu sur les caméras cachées en train d'emballer un lot de documents classifiés. En s'approchant de sa voiture avec le paquet, 2 agents du FBI l'ont intercepté. Faute de preuves suffisantes pour arrêter Pollard, les enquêteurs devaient obtenir qu'il accepte de leur parler volontairement. On lui a demandé de retourner à l'intérieur pour répondre à quelques questions. Apparemment confus, Pollard a préféré accepter et retourner à l'intérieur. S'ensuivit alors un interrogatoire qui allait durer jusque tard dans la nuit. Pollard avait une réponse à tout et n'a rien admis. Il voulait en réalité obtenir un second avis sur les documents classifiés auprès d'un ami analyste d'une autre agence de renseignement américaine. Les agents du FBI essayèrent d'obtenir de Pollard qu'il accepte une fouille volontaire de son appartement. Il n'avait aucun mandat et dépendait alors entièrement de la coopération de Pollard. Au fil des heures, les enquêteurs comprirent qu'ils ne pouvaient même pas retenir Pollard plus longtemps. Il n'était pas arrêté et pouvait partir à tout moment. Il restait aussi dans le déni et l'évitement. Il devait retrouver le colonel Seller et sa femme pour dîner ce soir-là. Pollard a demandé à téléphoner à Anne pour la prévenir qu'il avait du retard. C'est ce qu'il a fait, disant à Anne au téléphone d'y aller sans lui et qu'elle devait prendre le cactus, tu sais, celui qu'ils avaient acheté pour l'anniversaire de leur ami, et de ne pas oublier l'album de mariage. Pollard utilisait un code préétabli pour prévenir sa femme Anne de ses ennuis. C'était son signal pour qu'elle élimine tous les documents classifiés de leur appartement. À l'autre bout du fil, Anne a rapidement raccroché et s'est mise au travail. Elle a rempli une valise avec tous les documents qu'elle a pu trouver dans l'appartement et a convaincu un voisin de garder la valise pour le moment. Elle a informé Seller que Jay avait des ennuis. Le colonel Seller n'avait pas l'intention de rester et a pris le premier avion pour Israël. Jonathan et Anne auraient bien fait d'en faire autant. De retour au bureau de leur centre d'alerte antiterroriste, les enquêteurs ont fait une pause dans l'interrogatoire. En revenant des toilettes,
Pollard a croisé l'agent spécial de la National Investigation Service Olive. Utilisant sa meilleure technique de bon flic, Olive a suggéré à Pollard d'accepter une fouille sommaire de son appartement. Il n'avait rien à cacher, n'est-ce pas ? Il valait au mieux dissiper le nuage de suspicion qui planait au-dessus de sa tête que de risquer une longue enquête. À contre-cœur, Jonathan Pollard accepta. L'agent Olive et 2 agents du FBI se rendirent aussitôt à l'appartement de Jay Pollard, comptant sur Anne pour cacher toute preuve. Elle arriva peu après. Essoufflé et agité, après avoir caché la lourde valise de documents chez le voisin, Jonathan et Anne s'assirent sur le canapé pendant que les enquêteurs fouillaient leur appartement. Ils ont dû être mortifiés lorsqu'une pile d'environ 60 documents classifiés fut sortie de leur chambre, trouvée dans une boîte sous un tas de linge sale dans le placard. Jay Pollard, bien sûr, avait une réponse à tout. C'était un analyste assidu qui travaillait souvent tard, emportant parfois des documents classifiés chez lui. Pollard, malgré ses expériences passées, a accepté de passer un test au détecteur de mensonges. Dans un tournant étrange des événements, le FBI s'est retiré de l'affaire à ce moment-là, disant au National Investigation Service de gérer cela en interne. Après le départ de l'agent Olive et des autres de l'appartement des Pollard, Jay et Anne se sont réfugiés dans un café, ouvert 24 heures sur 24 pour préparer leur prochaine action. Ils ont essayé d'appeler la cave de AVM mais ont reçu une réponse de Yosef Yaguer. Il a dit à Jonathan de faire patienter les enquêteurs pendant 72 heures et a raccroché. Pollard a supposé que c'était le temps nécessaire pour mettre en œuvre un plan de sauvetage. Mais oh, comme il avait tort. Le mardi 19 novembre suivant, Jonathan Pollard a tenté d'échapper au test au détecteur de mensonges en se déclarant malade. Convaincu de passer le test, Pollard s'est d'abord rendu au bureau pour parler à l'agent Olive. Bien que ce soit quelque peu inhabituel, il a été décidé que l'agent Olive interrogerait Pollard. Son histoire était d'abord que les documents qu'il avait pris concernaient un possible trafic d'armes vers l'Afghanistan via l'Afrique du Sud. Pollard affirmait avoir remis les documents au journaliste indépendant Kurt Lobeck. L'agent Olive ne croyait pas à cette histoire, mais il a laissé Pollard continuer à divaguer. Il a d'abord nié toute compensation, puis a admis toucher 2500 $ américains par mois pour ses efforts. L'agent Olive a alors interrompu la réunion pour informer le FBI qu'ils ont été confrontés à une véritable affaire d'espionnage. Lorsque la réunion a repris, cette fois avec un agent du FBI présent, Jay Pollard a signé une confession de 11 pages détaillant ses crimes. La confession était cependant un mélange de demi-vérités et de mensonges éhontés, ne faisant aucune mention des Israéliens. Les enquêteurs demandaient plus d'éléments avant d'arrêter quelqu'un. L'entretien a été ajourné pour la nuit et Jonathan Pollard a été raccompagné chez lui. Lui et Anne étaient surveillés, mais pas d'assez près, comme il s'est avéré par la suite. Jonathan Pollard a échappé à ses surveillants et a atteint une cabine téléphonique cette nuit-là. Après avoir tenté sans succès de joindre Yago, il a contacté l'ambassade d'Israël. Il attendait avec impatience des nouvelles du plan d'exfiltration pour lui et Anne. Pendant ce temps, les enquêteurs ont appris l'existence de la valise pleine de documents classifiés, rapidement récupérés et fouillés. Le destin en a décidé ainsi. L'entretien de Pollard ne reprendrait jamais. Anne souffrait d'un problème médical et devait subir une intervention mineure à l'hôpital le lendemain. Jay et Anne ont décidé qu'il était temps de prendre la fuite. Après 72 heures d'attente, les Israéliens n'avaient toujours pas pris contact. Le matin du jeudi 21 novembre, Jonathan et Anne ont chargé leurs valises dans la voiture et ont quitté leur immeuble, réussissant une fois de plus à échapper à la surveillance du FBI. Jonathan a appelé l'ambassade d'Israël d'une cabine téléphonique. On lui a dit que s'il échappait au FBI, il pourrait trouver refuge à l'intérieur. Après l'intervention d'Anne à l'hôpital ce matin-là, le FBI a suivi la Mustang 1980 de Jonathan lorsqu'elle a quitté les lieux. Ils pensaient qu'ils retourneraient à leur appartement, mais à la place, Pollard a entraîné les enquêteurs dans une véritable course-poursuite à travers la ville, allant dans une direction puis dans une autre, dans le but de semer la filature. Finalement, Pollard a dirigé la voiture vers un complexe. Les agents ont été stupéfaits en voyant Pollard entrer dans l'ambassade d'Israël. À ce stade, ils ignoraient à quelle puissance étrangère Pollard transmettait des informations, pensant aux Soviétiques ou à un pays arabe sans imaginer l'implication d'un allié proche.
Les agents ont vu, impuissants, les portes de l'ambassade se fermer derrière le véhicule de Pollard. Ils ont vu Pollard sortir de la voiture et un échange a eu lieu entre lui et un garde. Au bout de quelques minutes, la zone devant l'ambassade a commencé à grouiller de policiers et d'agents du FBI. Mais Pollard, exaspéré, est remonté dans sa voiture et a fait demi-tour. Dès son entrée dans la rue, il a été arrêté et placé en garde à vue. Jonathan J. Pollard venait alors de rejoindre les rangs des espions abandonnés à leur sort. Il a été immédiatement emmené dans un bureau local du FBI à proximité. Anne n'avait commis aucune faute et pouvait donc partir librement. En pleurs hystériques, Anne a été raccompagnée chez elle. Elle a été arrêtée le lendemain après que la situation impliquant la valise a été révélée. La nouvelle des arrestations s'est vite répandue, stupéfiant le public américain. Encore un autre agent double avait été découvert pendant la soi-disant année de l'espion. La scène était donc prête pour une période de relations tendues entre les États-Unis et Israël. Durant les 3 jours après l'arrestation de Pollard, Israël est resté étrangement silencieux. À la consternation du département d'État américain, les Israéliens ont aussitôt retiré Yossi Yagour et Ilan Ravid de l'ambassade pour éviter tout interrogatoire. Le public américain s'habituait à entendre parler d'espions soviétiques, mais comment un petit État du Moyen-Orient censé être un allié avait-il pu infiltrer les services de renseignement américains ? La possibilité pour les personnes à double loyauté nationale de travailler dans la sécurité nationale américaine suscitait de vifs débats. Le ministère des Affaires étrangères israélien a publié un communiqué seulement le 24 novembre 1985. Tout ce qui a été dit, c'est que tout acte d'espionnage contre les États-Unis était en totale contradiction avec la politique israélienne. Il y a eu une promesse de coopération, le Premier ministre israélien Shimon Peres promettant de restituer tout document classifié qui aurait été reçu de Pollard. Sinon, la direction israélienne est restée silencieuse. Les services de renseignement américains tentèrent d'évaluer depuis quand Pollard espionnait et l'étendue des dégâts causés. Lorsque Israël a finalement rompu le silence quelques jours plus tard, sa position officielle était que Pollard avait agi dans le cadre d'une opération clandestine, sans la connaissance ni le consentement des plus hauts échelons de la direction politique israélienne. Alors que les tensions augmentaient, les États-Unis ont exigé plus de réponses. Le ministère de la Justice américain a envoyé une délégation en Israël, où les personnes impliquées dans l'affaire Pollard ont été interrogées dans un lieu secret près d'une base militaire de Tel Aviv. Les personnes interrogées ont obtenu l'immunité en échange d'un débriefing complet. Les Israéliens n'ont rendu que 163 documents qu'ils avaient reçus de Pollard, ce qui ne représentait qu'une infime partie du nombre total. De retour aux États-Unis, Jonathan Pollard se sentait désemparé et abandonné. Comme les preuves contre lui étaient désormais accablantes et qu'il avait déjà partiellement reconnu son espionnage, il décida que sa meilleure option était de coopérer pleinement avec les autorités dans l'espoir d'obtenir une certaine clémence. Après avoir consulté leurs avocats, Jay et Anne Pollard décidèrent de négocier un accord de plaidoyer. Le 4 juin 1986, Jonathan Pollard a plaidé coupable de complot pour espionnage. Il a reconnu connaître le risque de perpétuité et une amende de $250 000. Anne a reconnu un complot pour recel de biens gouvernementaux détournés et complicité après coup pour possession de documents de défense nationale. La date de l'audience de détermination de la peine a été fixée après les plaidoyers. Jonathan a été placé en détention provisoire, Anne libérée sous caution pour raison médicale. Les 2 accords de plaidoyer entre les procureurs et les Pollard stipulaient que le gouvernement américain ne demanderait pas la peine maximale de réclusion à perpétuité. Parmi ces conditions figurait l'accord de Jonathan Pollard de se soumettre à un débriefing complet et à une évaluation des dommages et, point crucial, que lui et Anne ne parleraient même pas publiquement de l'affaire sans l'autorisation préalable du directeur du renseignement naval. Lors de son long débriefing, Pollard a été le premier à nommer Aviam Sela comme étant impliqué. Au-delà de son espionnage pour Israël, Pollard a également admis avoir transmis des informations classifiées, bien que dans une moindre mesure, à des responsables d'autres gouvernements étrangers, y compris l'Afrique du Sud de l'apartheid.
Avant l'audience de détermination de la peine, la défense et l'accusation ont échangé des mémorandums, soutenant la sentence auprès du juge Aubrey Robinson. Dans une démarche controversée, Pollard a remis un mémoire de 61 pages affirmant avoir espionné pour sauver Israël et nuire à l'Union soviétique. Il a nié être devenu espion pour un gain financier, affirmant plutôt qu'il avait été motivé par l'antisémitisme constant qu'il subissait dans sa vie quotidienne. Le 19 janvier 1987, le secrétaire à la défense américain, Caspar Weinberger, a soumis un mémoire classifié détaillant les dégâts causés par Pollard à la sécurité nationale. Dans le mémorandum, Weinberger, on souligne l'énorme quantité de documents volés par Pollard en 18 mois, assez pour remplir une pièce de 6 mètres sur 6 sur 10. Weinberger a souligné à quel point il peut être dangereux que des informations classifiées soient transmises même à un allié, car nul ne sait quels autres tiers pourraient un temps en prendre possession. Certains pensent qu'Israël a reconditionné une partie des renseignements reçus de Pollard, les transmettant à l'Union soviétique lors d'échanges de prisonniers et pour permettre la poursuite de l'immigration en Israël des Juifs vivant en Union soviétique. Quelques semaines avant l'audience de condamnation, Pollard a accepté une interview avec Wolf Blitzer, alors journaliste au Jerusalem Post. Le 15 février 1987, l'article de Wolf Blitzer intitulé « Pollard, non pas un maladroit mais le maître espion d'Israël » a été publié dans le Washington Post. L'article comprenait des détails sur les documents classifiés que Pollard avait transmis à Israël, notamment des photos satellites du quartier général de l'Organisation de libération de la Palestine en Tunisie et des informations sur les capacités militaires de plusieurs nations arabes. C'était une violation manifeste de son accord de plaider coupable, et les procureurs étaient furieux. Ils ont toutefois choisi de ne pas informer le tribunal que Pollard avait renié l'accord de plaider coupable. Pour aggraver la situation, Anne a été interviewée par Mike Wallace dans l'émission 60 Minutes de CBS le 1er mars 1987. C'était 3 jours avant l'audience de la sentence. L'entretien qu'Anne et Jonathan espéraient arrêter pour gagner le public et justifier leurs actions s'est spectaculairement retourné contre eux. À la suite de l'entretien avec Blitzer, le secrétaire à la défense Weinberger a déposé un mémoire supplémentaire dans lequel il a résumé son point de vue sur les dommages causés par Pollard. Il a déclaré « Il m'est soit difficile, même en cette soi-disant année du sommet, d'imaginer un préjudice plus grand pour la sécurité nationale que celui causé par l'accusé, compte tenu de l'étendue, de l'importance cruciale pour les États-Unis et de la grande sensibilité des informations qu'il a vendues à Israël. » Le 4 mars 1987, Jonathan Pollard a été condamné à la réclusion à perpétuité et à 5 ans d'emprisonnement. La condamnation de Pollard a aussitôt fait polémique, beaucoup jugeant que le gouvernement américain avait rompu l'accord de plaidoyer en demandant la perpétuité. Beaucoup ont été choqués par la sévérité de la peine, car d'autres espions américains pour l'Union soviétique avaient reçu des sanctions bien plus légères. En réalité, ce que les procureurs avaient déconvenu avec Pollard était de porter à l'attention du tribunal la nature, l'étendue et la valeur de sa coopération dans l'enquête. Les procureurs ont néanmoins recommandé au tribunal d'imposer une longue période d'incarcération ainsi qu'une amende. Il a toujours appartenu au juge de décider d'une peine qui ne pouvait jamais être limitée par un accord de plaidoyer. Dans les médias, les opinions des sympathisants et des détracteurs de Pollard couvraient tout le spectre, le présentant tour à tour comme un héros désintéressé ou comme un criminel avide de gloire. Dans Erreur judiciaire de Mark Shaw, l'auteur a souligné la disproportion de la peine de Pollard, le décrivant comme un analyste naval intelligent mais désespéré et trop idéaliste. Dans Le cheval de chasse, la vérité derrière l'affaire du spa de Jonathan Pollard, Elliot Goldberg a soutenu que Pollard n'était qu'un bouc émissaire dans un vaste effort américain visant à dissimuler ses relations avec Saddam Hussein et son arsenal d'armes chimiques. En revanche, l'agent Ronald Olive, l'enquêteur du National Investigation Service qui a joué un rôle clé dans la découverte de l'espionnage de Pollard, a écrit dans son livre « Capturer Jonathan Pollard » qu'il était avide, arrogant et sans remords, et que les dégâts qu'il avait causés étaient incalculables et colossaux.
Après sa condamnation, Pollard a été transféré à plusieurs reprises dans le système pénitentiaire américain avant d'être envoyé au complexe correctionnel fédéral de Butner en Caroline du Nord. C'est là qu'il a purgé la plupart de sa peine. Anne Pollard a purgé 3 ans et demi sur 5 avant d'être libérée sur parole pour raison de santé. Après sa libération, elle a immigré en Israël. Malgré ses efforts pour obtenir la libération de son mari, elle a reçu de Jonathan des papiers de divorce à l'improviste, demandant la séparation au motif que le mariage était irrémédiablement brisé. Pollard s'est rapidement remarié avec Esther Elaine Zeitz, une enseignante canadienne qui avait également milité pour la clémence. Alors que Jonathan croupissait en prison année après année, le soutien en sa faveur, tant aux États-Unis qu'en Israël, a commencé à croître. Ce n'est qu'en 1998 qu'Israël a officiellement reconnu que Pollard avait été leur espion. Une proclamation officielle a déclaré que Jonathan Pollard avait agi en tant qu'agent officiel israélien, dirigé par des personnes occupant des postes de haut rang au sein du Bureau israélien des relations scientifiques. En prison, Pollard a reçu la citoyenneté israélienne. Il a échoué à faire annuler sa condamnation et plusieurs présidents américains ont refusé de lui accorder la clémence ou de commuer sa peine. Pollard a même servi de monnaie d'échange lors de la tentative de John Kerry, alors secrétaire d'État américain, de négocier un accord de paix au Moyen-Orient en 2014 sans succès. Libéré sur parole, en 2015, Jonathan Pollard avait passé 30 ans en prison. Sa libération conditionnelle était soumise à des conditions strictes, notamment l'obligation de résider dans la région de New York, un accès limité, voire inexistant à Internet, l'obligation de se présenter régulièrement à son agent de probation et de porter un bracelet électronique à la cheville. Après l'expiration de sa libération conditionnelle, en 2020, Jonathan Pollard a réalisé son rêve d'Aliyah en immigrant en Israël avec sa femme Esther le 30, décembre 2020. À son arrivée en Israël, il a embrassé le tarmac et a été accueilli en héros national par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, Jonathan Pollard réside en Israël. Sa seconde épouse, Esther, est malheureusement morte du Covid en janvier. En 2022, Jonathan fait des apparitions à la télévision et prononce des discours principaux où il raconte sa vie et ses expériences. Il reste un héros célébré dans sa nouvelle patrie, tandis que son héritage de trahison aux États-Unis perdure près de 40 ans plus tard. Les États-Unis et Israël ont tourné la page de l'affaire Pollard, bien que les deux restent sans doute plus vigilants. Lors des débriefings et examens au détecteur de mensonges de Pollard, on se demandait souvent si d'autres étaient impliqués dans ces activités d'espionnage. Des théories du complot circulèrent au sujet d'un mystérieux Monsieur X, un haut responsable du gouvernement américain, réputé être le cerveau d'un réseau d'espions bien plus vaste. Le rasoir d'Occam suggérerait cependant qu'il s'agit d'un scénario peu probable. Comme pour tous les espions, les raisons qui ont poussé Jonathan Pollard à agir sont multiples. Il pensait avoir agi de façon justifiée. Aux yeux de la loi, il a commis un acte criminel et a reçu une juste punition. Merci.